va donc commencer la deuxième séance. Donc c'est le docteur Bagdadi et moi-même, docteur Linsberger, qui allons modérer. Je voulais tout particulièrement remercier nos partenaires des laboratoires, des banques, du groupe Pasteur, etc. J'aurais voulu donner un grand merci à Asten, coordinateur de soins, prestataire de services, sans qui ce congrès n'aurait jamais eu lieu. Et j'ai une dédicace toute particulière à Véronique Arrigui. Sans elle, jamais on n'aurait été là. C'est grâce à toi, tu nous as poussés. Et donc, tu vois, on est là et c'est magnifique. Donc, merci beaucoup Véro. Donc, c'était Innovital qui maintenant est devenu Asten. Et on remercie beaucoup Asten qui est notre sponsoring majeur. Et merci à eux, grâce à eux et Com & Co aussi, qui nous a aidés à monter tout ça. Et c'est très bien monté. Merci beaucoup. Je laisse la parole au docteur Trigui, pneumologue, qui va nous faire une présentation sur les maladies chroniques des voies aériennes. Alors bonjour à tous. Tout d'abord, merci de m'avoir laissé parler. On va essayer de balayer assez rapidement l'actualité dans les maladies chroniques des voies aériennes, c'est-à-dire l'asthme et la BPCO. Vous donner un peu la façon dont on s'occupe des patients les plus difficiles, on va dire, que vous nous adressez en général. Donc, hop là, il faut que ça marche. Parfait. Donc, avec deux grandes questions. Qu'est-ce qu'on peut proposer à mon patient donc asthmatique qui est non contrôlé? Et que proposer à mon patient en BPCO qui présente encore des symptômes, donc soit un essoufflement ou une exacerbation. Donc, tout d'abord, le contrôle de l'asthme, on le définit grâce à un score de contrôle. C'est un ensemble de questions qu'on pose à chaque consultation normalement de pneumologie. Et l'objectif, c'est que le patient soit bien contrôlé au niveau de ses symptômes pour pas qu'il ait de retentissement dans la vie quotidienne et donc qu'il ne fasse pas de crise. On va avoir donc la plupart des patients asthmatiques qui vont être bien contrôlés, qui ne vont pas avoir de soucis, qui ne feront jamais de crise, qui ne seront jamais hospitalisés. Et ensuite, on aura deux catégories de patients. Donc les asthmatiques, on va dire difficiles, qu'on n'arrivera pas à contrôler malgré des traitements importants, de palier 4, de palier 5, et qui sont à risque donc d'exacerbation, de recours de soins aux urgences. Et après, on aura une dernière catégorie, donc qui sont les asthmatiques sévères. Donc c'est des patients qui sont difficiles à contrôler et qui, malgré toutes les interventions qu'on met en place, ont encore des exacerbations, un gros risque de mortalité et un gros risque de passage aux urgences. Chez ces gens-là, on prescrivait auparavant des corticoïdes et maintenant on a des nouvelles biothérapies qu'on va aborder. Donc la trajectoire du patient quand il a un asthme difficile, il nous est adressé en consultation et nous on fait plusieurs choses. Donc on vérifie la prise de traitement, l'observance, on essaie de trouver donc des barrières à cette observance. On confirme le diagnostic, en général on fait une imagerie, un scanner thoracique, on va chercher donc, à traiter aussi les comorbidités, on l'envoie chez nos confrères ORL pour vérifier s'il n'y a pas une rhinosinusiite, quelque chose à traiter. On vérifie donc la présence ou non d'apnée du sommeil, le tabac, les allergies. On discute. Ensuite, après tout ça, et après un bon contrôle donc, des comorbidités, donc d'une augmentation des paliers thérapeutiques, et là on parle donc d'asthme sévère, c'est très peu fréquent. Au final, les asthmatiques sévères, ça correspond à 3,6% des patients asthmatiques, ce qui correspond à même pas 10 000 patients, je pense, en France. Mais on a quand même beaucoup de patients asthmatiques difficiles chez qui il faut qu'on réalise donc ce parcours et toutes ces étapes pour leur permettre de ne pas avoir recours à des consultations d'urgence et de ne pas avoir recours à de la corticothérapie avec tous les risques que ça peut engendrer dans leur futur, c'est-à-dire l'hypertension artérielle, le diabète, l'ostéoporose. Donc je vous rappelle donc la prise en charge de l'asthme. Donc la pierre angulaire du traitement, c'est les corticostéroïdes inhalés, et on va augmenter la dose donc de corticostéroïdes inhalés et rajouter au moins des bronchodilatateurs si le patient n'est pas contrôlé au niveau de ses symptômes, jusqu'à arriver au palier 5, c'est-à-dire un palier où malgré des corticostéroïdes inhalés à forte dose et des bronchodilatateurs, le patient n'est pas contrôlé, refait encore des exacerbations. Et dans ces cas-là, il est asthmatique difficile, il rentre dans notre parcours de soins. Et si jamais, malgré tout ça, il reste encore non contrôlé, on va prescrire des traitements innovants. Alors, vous avez vu apparaître ces dernières années donc les tripothérapies, donc ces petits traitements tout en un, donc qui arrivent de plus en plus sur le marché, qui sont bien, qui rajoutent donc un anticholinergique à la prise en charge, donc bronchodilatateur plus corticostéroïdes inhalés. Malheureusement, pour l'instant, on ne voit pas forcément d'amélioration du contrôle des symptômes chez ces patients-là. Et
pour moi, la triple-thérapie dans l'asthme, c'est pas encore la panacée. Et il vaut mieux quand même rester sur des thérapeutiques habituelles avec des corticostéroïdes inhalés qu'on mettra plus forte dose, même si les représentants de GSK qui sont ici ne sont pas forcément d'accord. Pour les patients donc, qui ne sont pas contrôlés donc, en palier 4 et palier 5, donc depuis les années 2000, on a de nouveaux thérapeutiques qui sont apparus et qui vont permettre d'aller cibler plus spécifiquement l'inflammation pour aller agir sur donc, les récepteurs donc, qui sont responsables des symptômes de l'asthme. Donc soit les récepteurs de l'allergie, donc là on aura le Xolair, l'omalizumab, soit l'inflammation de type TH2, qui sera hyperéosinophilique. Et là, pour le coup, on a 4 thérapeutiques qui sont rentrés en compte. Donc le mépolizumab, le benralizumab, le dupilumab et le tezepelumab. Donc ces thérapeutiques, on va les mettre en place chez les patients qui présentent soit un phénotype donc, allergique, donc ça ce sera le Xolair, soit un phénotype hyperéosinophilique, et là ce sera mépolizumab, benralizumab et dupilumab. Donc on décide de ces thérapeutiques donc, en réunion, donc de concertation pluridisciplinaire. On est plusieurs pneumologues. On prend l'aval aussi de temps en temps de Marseille, du professeur Chanez, quand on a vraiment un doute. Et on va choisir les thérapeutiques en fonction du phénotype du patient et aussi en fonction donc, de leur ancienneté. C'est-à-dire qu'on sait que le Xolair, on a un recul de plus de 15 ans dessus. Et donc si le patient est allergique, même s'il est hyperéosinophilique, on va mettre plutôt du Xolair. Et les autres thérapeutiques, c'est une discussion en fonction du patient et en fonction donc, de nos habitudes. Le problème, c'est les patients donc, qui sont non hyperéosinophiliques et non allergiques. Chez eux, pour l'instant, il n'existe pas encore de thérapeutique spécifique. Et donc, chez eux, on n'a pas beaucoup de possibilités. On va prescrire donc, la triple-thérapie, les anticholinergiques. On va pouvoir être amené à mettre donc, des anticholinergiques, de l'azithromycine, qui, grâce à son activité antisécrétoire, diminue quand même le risque d'exacerbation. Et chez certains autres patients, donc, on peut être amené à faire de la thermoplastie, donc à aller brûler les bronches pour éviter les exacerbations. Alors, je ne sais pas si la vidéo... Oui, voilà. Donc, c'est une procédure endoscopique. On va dans la bronche, donc qui est responsable des crises, quoi, et on va aller brûler le muscle lisse pour empêcher sa contraction réflexe et empêcher donc les conséquences, l'exacerbation et l'obstruction bronchique qui en découle, quoi. C'est une procédure d'exception. Hein. Dans la région, c'est fait à l'hôpital Saint-Joseph. Et c'est que certains patients chez qui ça peut être intéressant. L'avenir, en tout cas, ce qui va bientôt arriver, c'est qu'à la place de faire ces procédures qui sont difficiles endoscopiques, ça va être le tezepelumab, qui est une nouvelle biothérapie qui, elle, va pouvoir agir sur tous les phénotypes de patients. On a une attente de remboursement par la Sécurité sociale. C'est des traitements qui coûtent très cher, hein, c'est 15 000 € en général, hein, mais qui vont pouvoir permettre donc de diminuer le risque d'exacerbation et donc diminuer la mortalité chez ces patients-là. Il faut savoir que l'asthme, c'est une maladie qui tue 2000 patients en France, et pourtant c'est une maladie c'est réversible et contrôlable, quoi. Donc, chez nos patients asthmatiques, il est important donc d'abord de faire tout un parcours, donc asthmatique difficile, asthmatique sévère, vérifier bien la prise des traitements, l'observance, et si on n'a pas ça, nous les adresser à nous ou à Marseille pour faire le point et prescrire ou non une biothérapie ou une thérapeutique spécifique si les patients restent non contrôlés. Donc ça, c'était la partie asthme. Maintenant, c'est la partie BPCO. Quel est le problème chez la BPCO? C'est que les exacerbations, c'est simple. Dès qu'on commence à en faire une, on va en faire de plus en plus régulièrement. Donc il faut agir vite, tout en sachant que les exacerbations entraînent un déclin de la fonction respiratoire. Donc plus on en fait, dès qu'on en fait, plus on en fait, et plus on en fait, plus on meurt. Donc il faut vraiment agir le plus rapidement possible et le plus vite. Pas de bol. Pour la dyspnée, pareil. Plus on est essoufflé, plus on meurt. Donc il faut absolument agir dessus et c'est pour ça qu'il y a des thérapeutiques qui ont été mises en place. Donc c'est pour ça aussi que la prise en charge des patients BPCO a évolué. Avant, on traitait en fonction du VMS, de l'obstruction. Maintenant, on traite en fonction des symptômes. Le patient a un symptôme, on met un bronchodilatateur. Il n'est pas contrôlé, on rajoute. Hop, pardon. Donc la première question qu'on va se poser chez un patient BPCO, quelle molécule prescrire en premier? Donc on nous dit dans la classification, on prescrit un bronchodilatateur. Ce qu'on doit savoir, c'est que on va pouvoir prescrire soit un bêta-2 mimétique, soit un anticholinergique. On va prescrire un anticholinergique chez le patient qui a fait une exacerbation, parce que ça marche mieux. Et on ne prescrit pas de corticostéroïdes en première intention. D'accord?
Ensuite, la question, ça va être, donc on va mettre une bite thérapie si le patient n'est pas contrôlé, donc 2 bronchodilatateurs s'il est encore essoufflé, un bronchodilatateur et un corticostéroïde inhalé s'il est exacerbateur. Et la question, ça va être, quand est-ce qu'on prescrit une triple thérapie? On va le prescrire quand il n'est pas contrôlé malgré cela, et on va avoir des avantages. On va avoir des avantages en termes d'observance. Il n'y a qu'un seul produit à prendre une fois par jour, c'est quand même plus simple. Ça coûte moins cher. Et on réduit la dose de corticoïdes inhalés. Pourquoi c'est important de réduire la dose de corticoïdes? Pardon, excusez-moi, j'ai la gorge un peu sèche. Le problème des corticostéroïdes inhalés, c'est que donc il y a un faible passage systémique, et donc ça augmente le risque d'ostéoporose au long terme, ça augmente le risque de pneumopathie, ça augmente le risque de colonisation à pseudomonas. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre la dose, enfin il faut la mettre quand il y a besoin, mais mettre surtout la dose la plus petite. Dans les triples thérapies, on a une faible dose de corticostéroïdes inhalés, donc on aura l'effet positif en limitant les risques négatifs. Ensuite, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'il ne faut pas que je désescalade les traitements? Surtout les corticostéroïdes inhalés, puisqu'on en a parlé, il y a un risque donc d'effet secondaire. Et donc, on peut être amené à retirer les corticostéroïdes inhalés chez nos patients s'ils n'ont pas fait d'exacerbation dans l'année. Ce qui va nous donner envie de les retirer, c'est surtout si les patients n'ont pas d'hyperéosinophilie. On sait que les patients qui ont une hyperéosinophilie sanguine, plus de 350 éléments par millimètre cube, ils ont un fort risque d'exacerbation. Et donc, du coup, il faudra mieux maintenir ces corticostéroïdes inhalés chez ces patients-là. Ensuite, il y a un risque d'exacerbation au retrait des corticostéroïdes inhalés. Donc, il faudra surveiller de façon rapprocher le patient pour traiter au plus vite l'exacerbation si elle revenait. Donc, ça, je passe. Hop. Oui. Ce qui est apparu là, ces 3 dernières années, c'est qu'on a enfin un rationnel, on a enfin des études qui nous montrent que la VNI au long cours a un intérêt dans la BPCO. Et elle a un intérêt que si le patient présente encore une hypercapnie à distance de l'épisode aigu. Donc en général, on les reconvoque 2 semaines après l'hospitalisation et on refait une gazométrie. Si le patient reste hypercapnique, on mettra une ventilation non invasive chez les patients BPCO très sévères. Donc, que proposer à mon patient exacerbateur fréquent? Donc là, je reviens sur cette diapo qui montre que le déclin est plus rapide. Donc, on doit maintenir donc, des corticostéroïdes inhalés chez eux, surtout s'ils ont une hyperéosinophilie. Et on doit rechercher donc d'autres pathologies, si jamais le patient fait plusieurs exacerbations. Est-ce que ce n'est pas un asthmatique depuis l'enfance qui a fumé et qui, du coup, qui est plutôt asthmatique que BPCO? Et dans ces cas-là, il faudra mettre une forte dose de corticostéroïdes inhalés. Est-ce que le patient brève son traitement? Est-ce qu'il est bien vacciné? Est-ce qu'il a déjà fait la réhab? On va rechercher des comorbidités. On va rechercher des pathologies cardiaques. Nous, on travaille beaucoup avec notre service de cardiologie, qui sont quand même ultra réactifs. Et on va aussi vérifier quand même, mine de rien, le sevrage du tabac, parce qu'on sait que c'est quand même un facteur de risque d'exacerbation. Ce qu'on sait du SAOS, par exemple, une des comorbidités, c'est que les patients BPCO qui ont un SAOS, ils font plus d'exacerbation et ils meurent plus vite. Donc il y a tout intérêt chez eux à dépister de façon préventive donc, le SAOS, puisque c'est un facteur de risque d'exacerbation. L'avenir chez ces patients-là, c'est encore une fois un traitement endoscopique, c'est la dénervation pulmonaire. On va aller, un peu comme la thermoplastie, brûler donc, le nerf vague pour éviter les exacerbations chez les patients les plus sévères et qui restent non contrôlés malgré ces traitements. Donc on voit apparaître là, ces dernières années dans les congrès donc, de plus en plus de thérapeutiques endoscopiques qui vont nous permettre à terme de réduire le risque d'exacerbation chez ces patients-là qui ne sont pas contrôlés malgré toutes les interventions qu'on a mises en place. Donc on va brûler le nerf vague, et les patients font moins de crises. Ensuite, pour les patients encore dyspnéiques, donc là, pareil, on vérifie toujours l'absence de pathologie cardiaque, on fait la réhabilitation respiratoire, donc ça vous connaissez. Et ce qui va être novateur, on va dire, c'est que ce qu'on sait, c'est que la dyspnée, elle est liée à la distension thoracique. La distension thoracique, elle est liée à l'emphysème. Et on a 2 possibilités. On avait autrefois 2 possibilités de traiter l'emphysème, on va dire. C'était soit la chirurgie, on retirait une mégabulle d'emphysème, donc le poumon avait plus d'espace pour s'ouvrir et donc le patient avait moins de sensations de dyspnée, soit on greffait les patients parce qu'ils étaient devenus trop graves. Depuis 2 ans, on a des procédures donc endoscopiques qui vont permettre donc de réduire cette distension thoracique avec moins de risque chirurgical, enfin moins de risque que la chirurgie, pardon.
Donc le bon candidat pour la chirurgie, ça va être le patient qui a une méga bulle d'emphysème, comme on le voit là sur le scanner. On opère, on retire la bulle, le poumon il a plus d'espace pour s'ouvrir, et l'air il est redistribué dans des zones où il y a du poumon qui fonctionne, et donc le patient est moins essoufflé et il s'oxygène mieux. Ce qui est apparu maintenant, c'est dans les autres cas, quand l'emphysème est plus diffus, moins localisé, on va aller traiter la zone qui est emphysémateuse. Pareil, procédure endoscopique. Donc on fait passer donc le fibroscope, on l'amène dans la zone où il y a de l'emphysème, zone qu'on aura établie donc, avec des scanners et des scintigraphies. On va aller mettre une valve anti-retour au niveau de la zone. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une atélectasie de cette partie du poumon. L'air ne va plus rentrer donc, dans cette zone-là, qui ne sert à rien de toute façon puisqu'elle est complètement détruite, et il va se rediriger vers les zones où il y a du poumon sain. Donc la distension va diminuer, le patient va être du coup mieux oxygéné et moins essoufflé. Vous allez voir là, le poumon est censé s'affaisser un petit peu, voilà. Et le patient est moins essoufflé. Donc ça, c'est des procédures qui sont faites donc, par l'équipe de l'hôpital Saint-Joseph et de l'hôpital Nord. Donc on sélectionne les patients, il faut qu'ils soient bien distendus. Il y a quand même quelques critères scanographiques et cliniques. Et ces patients-là, ils peuvent bénéficier de ces procédures avec quand même quelques risques donc de pneumothorax ou des risques infectieux. Dans ces cas-là, ils sont quand même très rapidement donc, repris, quoi. Et donc les perspectives de prise en charge pour l'emphysème, ça va être donc de plus en plus de traitements endoscopiques, de plus en plus donc de chirurgie ou de traitement local pour essayer de réduire cette distension thoracique qu'on sait responsable de dyspnée, qu'on sait donc à fort risque de mortalité. L'avenir quand même reste les travaux qui sont faits en laboratoire avec la recréation donc, de l'épithélium bronchique. Donc ça c'est l'équipe montpelliéraine qui commence déjà sur banc à recréer de l'épithélium bronchique et on peut espérer peut-être qu'un jour on puisse recréer du poumon là où il est détruit. Voilà. Merci à tous. N'hésitez pas à nous envoyer du coup les patients asthmatiques difficiles, PPCO, pour qu'on puisse les évaluer et qu'on puisse vous fournir, essayer d'améliorer leur quotidien. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour cette très belle présentation et toutes ces innovations qu'il y a en pneumologie. À titre personnel, j'ai beaucoup appris. Merci beaucoup. J'ai une question. Tu as parlé de la bithérapie, de la biothérapie. Est-ce que c'est des traitements à vie ou c'est des traitements curatifs? Alors, pour l'instant, c'est des traitements à vie. Là, il y a pas mal d'études en cours pour voir si on peut essayer de retirer ces biothérapies au bout d'un certain moment. Mais pour l'instant, c'est à vie. Et donc, c'est très cher. Oui. Mais ça change radicalement le devenir de ces patients-là, hein, qui autrefois allaient en réanimation régulièrement et qui maintenant mènent une vie tout à fait normale, quoi. Ça reste rare. Nous, dans le service, on suit une quinzaine de patients asthmatiques sévères. Mais c'est quand même des patients qui monopolisent beaucoup de soins et pour lesquels, je pense, l'État s'y retrouve.